Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcaio des Affaires Brassica. J'espère que vous allez bien et bienvenue à notre spécial les 15 ans de la brasserie Donham. Comme vous savez, Baron Mac célèbre les 15 ans avec une section spéciale sur notre site où vous allez voir des entrevues, du monde qui nous parle un petit peu des qu'est-ce que signifie Donham pour les autres. Également, on va voir bien sûr les annonces qui s'en viennent. Il y a plein de choses, comme vous savez, des bières, bien sûr. Puis, bien sûr, ils ont engin de poitrine, les chanceux, mais les billets sont plus là. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, appelez plus. Ils m'ont demandé de ne plus appeler parce qu'il y a plein de monde qui appelle encore. Bien sûr, ce podcast est commandité par Inomalt. Si vous voulez du malt québécois pour la bière, la distillerie à 100% québécois, contactez inomalt.ca pour avoir un petit peu toute l'information. Et comme vous savez, Inomalt, chaque mois, vous invite à connaître un peu l'usine qui est à Bécancour. Allez sur notre site, allez sur le site eux autres, puis bien sûr, allez-y, on va les visiter, bien sûr. Puis ça finit avec des sandwichs, puis en plus avec de la bière, ce qu'on veut de plus. Allez sur inomalt.ca pour avoir plus d'informations. Écoute, on a fait quelques entrevues déjà avec la gang d'un an pour les 15 ans. Puis aujourd'hui, on parle avec Eloï Date. Tout le temps, je ne sais pas pourquoi, mais Éloi Date, excuse-moi, qui est copropriétaire, brasseur en chef et directeur des productions. Et je sais pas pourquoi, mais tout le temps ton nom, je le fuck. T'es pas le premier. T'es pas le premier. Écoute, Calcagno, ça a été longtemps avec Calcagno. Puis bien sûr, on va parler bien sûr de les 15 ans qui s'en viennent, mais comme toujours, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est arrivé avant, le début de la microbrasserie, le début des 15 ans de Donham. C'était comment avant, puis qu'est-ce qui s'en vient plus tard. Puis je pense que M. Date, il va nous donner un petit peu de tout ça. C'était un cours d'histoire, on peut dire facilement. Avec Sébastien, comme je disais, avec Sébastien, on a parlé longtemps là-dessus. Puis, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel à leonardo@baronmac.com. Puis bien sûr, comme on va faire des événements avec eux autres, il y a plein de choses qui s'en viennent, soyez à l'affût de ça. Comment ça va? Très bien. Écoute, je m'excuse encore pour ton nom. Ça m'arrive souvent, cette affaire-là. Non, il n'y a rien là. Alors, ben oui, écoute, moi je suis ici depuis 2012 en fait, à Donham. Puis auparavant, j'étais au Chic Cheval Blanc à Montréal. J'étais là de 1998 jusqu'à 2012. En fait, j'ai passé 14 ans au Cheval Blanc. Pas comme brasseur pendant 14 ans, mais. Tu faisais quoi là? J'étais serveur en fait. Au début, ça, tu m'as servi de la bière quand tu étais au cégep peut-être? Il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Donc, je suis rentré là justement pendant que moi j'étais à l'université, je finissais mes cours d'histoire à l'université. J'ai commencé à travailler comme serveur au Cheval Blanc. Et puis, Simon Bossé, que tu as aussi interviewé, était assistant brasseur au Cheval Blanc avec son ami Marc Leduc. Mais lui, il faisait ça parce que c'était son pote, Marc Leduc, tout ça. Le brassage l'intéressait, plus ou moins la bière l'intéressait beaucoup, mais le brassage, moins. Fait que moi, quand je suis arrivé, j'étais déjà brasseur maison, je tripais là-dessus. Fait que. À un moment donné, il me disait hey, si tu veux ma place d'assistant brasseur, c'est à toi, tu me le dis quand tu veux. Puis oui. Fait que ça s'est passé comme ça. J'ai pris la place de Simon comme assistant brasseur, tout en étant serveur. Ça a duré plusieurs années. Et donc, puis au fil des années, je suis devenu brasseur en chef au Cheval Blanc, tout ça. Et je me suis occupé des bières au Cheval Blanc pendant 10 ans. Avant de venir ici, dans la fin de la première année de brasserie Donham, en fait. Les concours de circonstances ont fait que Seb s'est ramassé comme seul actionnaire actif dans l'entreprise avec pas de brasseur. Fait que je suis venu pendant un an, à peu près, là, 9-10 mois. Je venais à toutes les semaines, toutes les 2 semaines, donner un coup de main, puis en même temps de former un peu Pat Roy, qui est maintenant à Sutton Brewery. Lui, on l'avait un peu pitché là, dans la job de brasseur. Fait qu'on a travaillé beaucoup avec lui au début pour. Puis on a travaillé les deux ensemble ensuite pendant plusieurs années à développer les bières de Donham. Pat est parti ouvrir certaines breweries éventuellement. Et puis c'est ça, donc moi j'ai continué, puis on s'est très bien entendu, moi et Seb, au point qu'il m'a offert de devenir partenaire avec lui dans l'aventure, chose que j'ai acceptée. Et puis maintenant 15 ans? Oui, exactement. Mais toi, c'est plus 14 13 ans. 14 ans, depuis 2012. C'est comme ma 14e année à peu près. Là, débute. C'est un beau pedigree quand même. Tu es allé comme dans la plus vieille brasserie du Québec. Ouais. Ici, il y a une bataille entre qui est le premier, lui ou Lyon d'Or. Quelques mois, on s'est là-dessus. Mais tu sais, c'est quand même un beau pedigree en arrière de ça. Tu sais, aller au Cheval Blanc.
la mise en place d'une brasserie comme ça. Puis c'était comment le début des Cheval Blanc, tu sais? Puis comment c'était le début après ça que vous pouvez amener tout ça ici? Ben en fait, ce qui a été vraiment formidable au Cheval Blanc, c'est que moi, ça m'a permis d'expérimenter énormément. Ah ouais. Parce que quand j'ai commencé au début, le Cheval Blanc, c'était assez modeste au niveau de l'offre de bière. Tu sais, c'était tout le temps les 4-5 mêmes bières. Mais il y avait comme 4 bières régulières puis une bière saisonnière un peu qui tournait, tu sais. Puis moi, je suis arrivé, avec moi, je commençais à brasser et tout. Puis avec l'équipement, je disais, hey, on pourrait avoir 6, 7, 8 bières au tableau, là, sans problème. Puis les propriétaires à l'époque du Cheval Blanc étaient comme, non, impossible, si tu fais ça, tu vas te planter. Parce que c'était quand même très important, puis c'était tout à fait compréhensible à l'époque. C'était très important de jamais manquer de blondes, d'ambrées, de leur blanche, c'était leur core business, c'était ça, puis il fallait pas manquer de ça. Fait que, ben bon, bref, tranquillement, je suis arrivé, commencé à faire d'autres recettes, une saison, de l'IPA, chose qui n'était pas commun encore à l'époque. Ça commençait, puis là, bon, évidemment, l'IPA, ça a pogné tout de suite, fait qu'on s'est ramassé à être, ça prenait de l'IPA, donc j'ai réussi mon pari de tenir 7-8 bières tout le temps. C'est petit là-bas, ben, oui, le petit. c'est ça, je me suis promené là, dans ce coin-là, c'est très petit, là. C'était un défi quand même d'avoir 7-8 bières en permanence sur le tableau sans manquer des bières régulières, si on veut. Mais bon, c'était pas tout le temps parfait. Là. Des fois, je manquais mon coup. Il manquait des fois dans la haute saison. Là-bas, Cheval Blanc, c'était surtout l'automne, l'hiver, la grosse saison avec les étudiants, cégep, université, tout ça. Fait que bon, ça arrivait que je manquais de blonde pendant une semaine. Je me faisais chicaner par Jérôme Denis, le propriétaire du cheval. Mais bon, quand même, c'est bien démerdé. Mais c'est ça. Bref, toute l'expérience au cheval, ce que ça m'a permis de faire, c'est ça, c'est d'expérimenter vraiment beaucoup de styles de bière. Autant des lagers que des ales, qu'un peu de bière sauvage. À la fin, on avait commencé à faire du vieillissement en barrique. Oui, on avait quelques barriques dans la cave. On n'avait pas beaucoup, mais on en avait commencé. Puis ça allait super bien. Tout ça. Fait que quand je suis arrivé ici, puis que Seb c'était comme il faudrait qu'on fasse une couple de nouvelles recettes, mais moi j'avais déjà des bonnes bases. Tu as eu un canevas assez libre pour faire ça. Oui, c'est ça, exactement. Fait que quand je suis arrivé ici, je pense dans les premières bières qu'on a faites, ça a été la Black IPA. Okay. Une saison de Black IPA, puis on a fait une Pils aussi assez rapidement. Puis bon, la Black IPA surtout avait connu un super beau succès. On a gagné une médaille d'or au Canadian Beer Awards à l'époque avec la première année qu'on avait sorti ça. Fait que il y avait un petit. Bon, c'était l'époque où la Black IPA était. C'était les années de la Black IPA. Ça n'a pas duré éternellement. Quoique récemment, nous, on l'a remis. On l'a remis dans notre portfolio de façon plus régulière, puis c'est quand même un produit qui... Mais c'est un produit que le monde ne connaissait pas. Il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas. Comme l'autre fois, j'allais boire des brasseries en Ontario, puis ils m'ont montré un Red IPA que je ne connaissais pas, puis supposément ça existe depuis des années. Hein. OK. En tout cas, bref, c'est ça. Fait que c'est comme ça qu'on a développé tout le portfolio aussi, puis avec l'espace qu'on avait, avec la proximité, avec les vignobles, les fermes autour, on s'est vite tourné vers des bières sauvages assez rapidement. On a développé un shed, on est parti avec 2 barriques, après ça 6, 7, 8 barriques, 12, 15 barriques, puis dans le pic, on a eu pas loin de 230 barriques, je pense. Là, on a réduit un peu depuis 2 ans, comme tout le monde. Là, les bières sauvages sont moins au goût du jour. Mettons que 230 barriques, c'était beaucoup de bières sauvages à gérer. Je dis ça, 230 barriques plus 2 foot de 10 000 litres, ça fait beaucoup de litrage de bière wild. J'ai appris à mes dépens. Par exemple, on a fait un moment donné, j'ai rempli un foot de 10 000 litres de Haute Brune, de style rouge des Flandres, Haute Brune, un peu un genre d'hybride comme ça. Mais c'était très bon. J'étais très content du résultat. Mais vendre 10 000 litres de Haute Brune au Québec, c'est tout un défi. Comment t'as réussi? Écoute, ça a pris plusieurs années à écouler ce stock-là, mais on a réussi. On a fait plein de variations, avec des fruits, tout ça. On en a d'ailleurs regoûté récemment. Ça, c'était dans les années 2018-19 qu'on a sorti ces Hautes Brunes-là. Puis ça a super bien tenu la route. On en a rebu récemment. C'est encore très bon. Mais bref, ça a permis, c'est ça, on a vraiment expérimenté énormément, là, surtout avec les barriques. On a eu des barriques, on a fait venir des convois complets d'Italie à un moment donné, une centaine de barriques d'un vignoble italien, Barone Ricasoli pour ne pas le nommer, avec des barriques de Brunello de Montalcino, des trucs comme ça, c'était merveilleux.
On a fait ça quelques fois, faire venir des barriques d'Europe directement de producteurs. On l'a fait avec des producteurs bourguignons aussi, producteurs de vin jaune dans le Jura. Puis aussi, bon, des trucs plus conventionnels comme des barriques de Bourbon, tout ça. Quand même, hein? Puis que, tu sais, des affaires comme ça, des histoires comme ça, il n'en reste plus vraiment des histoires comme ça. C'est vraiment une autre époque où parce que le monde, tu commençais la microbrasserie, maintenant ça change beaucoup. Ouais. Puis ça te manque pas un peu cette époque-là, qu'on appelle le golden age de la microbrasserie, où c'est beaucoup de jobs dans ce temps-là? T'sais? Oui, puis mais on était plus insouciants aussi, peut-être par rapport à notre travail. Aujourd'hui, on peut moins se permettre de faire n'importe quoi. Je ne veux pas dire que j'ai fait n'importe quoi, mais on a quand même fait beaucoup d'expérimentation. On a été quand même relativement chanceux dans le sens que je pense qu'on a généralement fait de très bonnes bières. Je n'irai pas jusqu'à dire que toutes mes bières qu'on a fait, qui sont sorties de bières qui étaient toutes excellentes. Il y a eu des affaires pas mal plus moyennes. Mais c'est ça nous a permis vraiment, c'était une époque très... C'était le début, mais ouais, comme je disais avec Sébastien ou avec Simon, c'était vraiment très punk dans cette époque-là. Oui. C'est comme, on expérimente, on essaie des affaires, on essaie... C'était la créativité qui était en avant de tout, c'était ça qui drivait la machine, c'était la créativité. On essayait tout le temps de mettre ça de l'avant, puis on avait une idée en tête, un projet, let's go, on le fait, on le faisait. Là, comme tu dis, les temps ont changé. Maintenant, la créativité passe ça coûte cher. Oui, mais ça passe par plus de réflexion. Puis avant de mettre quelque chose de l'avant, on sait plus où on s'en va qu'avant. Alors, c'est ça. À cette époque-là, il y avait une... Il y avait moins de brasseries aussi dans le temps. Oui, le marché était plus ouvert. Ouais. C'est comme c'est le début, vous avez commencé à créer le marché tranquillement avec ça. Tout à fait. Puis c'est venu avec, on a exporté beaucoup dans ces années-là, on s'est promené, on allait aux États-Unis 2, 3, 4, 5 fois par année, en Europe 1 ou 2 fois par année. On se promenait beaucoup, on faisait beaucoup de festivals. C'était quand même une époque très stimulante, très formatrice aussi. On le fait encore, mais à beaucoup plus petite échelle. On voyage beaucoup moins qu'avant, mais on exporte encore, mais surtout en France, je te dirais. Qu'il y a quelques autres exportations qui sont plus sporadiques là, en Asie, puis aux États-Unis, mais puis dans le reste du Canada. Quand c'est un marché qui se développe tranquillement, je vois ça tranquillement. Ouais. Avec d'autres brasseries, je parle souvent de ça, qui sont en train de changer. Toi en arrière de ça, comment tu vois tu sais, quand tu as commencé à microbrasserie, il n'y avait rien. Disons que c'était un canevas libre, assis, tu arrives ici, mais il y a des affaires à faire. Comment tu vois la brasserie depuis 15 ans, l'industrie en soi? Comment tu le vois, toi? Écoute, c'est dur à... C'était vraiment un trip créatif. C'était vraiment l'ébullition. C'était vraiment comme tu dis, le marché s'ouvrait, les palais s'ouvraient, les gens découvraient ça. On pouvait vraiment se permettre de faire toutes sortes de trucs. Puis c'est ça, je pense on a quand même suivi pas mal l'évolution du milieu brassicole au Québec. Il faut s'adapter, surtout dans les... C'est plus maintenant, parce qu'avant, vous avez tout à fait du funky, vous autres, vous avez fait des affaires, vous avez pas mal fait ce que vous vouliez, jusqu'à disons maintenant à cause de l'industrie qui change. Ouais. Mais au début, je me rappelle, depuis longtemps, vous avez été très funky, faire vos bières. C'est des bières avec alcoolisées au café, ces affaires-là, que ça se faisait pas vraiment. On en fait encore. On fait encore quand même des bières assez funky. Justement, on a une collaboration avec un petit café de Sherbrooke qui s'appelle Capé, qu'on sort très bientôt. Là. On attend les cannes, puis on met ça en canne. Ça devrait sortir d'ici quelques semaines. Là. Ça va être là à l'anniversaire, c'est sûr. Fait qu'on fait encore quand même des trips comme ça. C'est juste qu'on tire moins à gauche, à droite, à tout bout de champ. Là. On est quand même... je dirais qu'on est plus focus sur... puis c'est pas... même si on fait moins de bières sauvages, tout ça, on en fait encore quand même. Puis je pense qu'on n'a pas perdu cette identité-là au fil des ans. C'est juste que, c'est ça, le marché a changé. Il faut avoir un autre... une maturité qui s'en vient aussi oui, c'est dans le business, whatever, c'est normal ça. Puis tu sais, maintenant on fait plus de lager, plus d'IPA, tout ça. C'est des choses aussi qu'on a appris à perfectionner puis qu'on aime beaucoup aussi. On est quand même on essaie d'être très pointilleux sur la qualité quand même, de garder la qualité en avant-plan. Ça a tout le temps été ça aussi qui nous a drivé. On voulait tout le temps, dans tout ce qu'on a fait, on se disait on veut faire la meilleure bière au monde. T'sais, on voulait vraiment
pas de façon prétentieuse, de façon à se dire on veut faire de la bière de qualité avant toute chose. Puis là, aujourd'hui, on en fait moins de toutes sortes d'affaires, mais ce qu'on fait, je pense qu'on le maîtrise bien, puis on essaie de tout le temps s'améliorer là-dedans. En dehors du côté expérimental, quelle sorte de brasseur que t'es, toi? Est-ce que t'es plus un brasseur technique, plus guts? T'es comment? Est-ce que t'as changé depuis le cheval blanc maintenant? Quelle sorte de brasseur que t'es? À l'origine, je suis totalement brasseur improvisé. Là. Tu te lances dans la queue, puis let's go? Hein? Oh, oui, moi, comme tu dis, plus guts. Là, j'ai été vraiment... je tripais, je tripais autant sur la bière que sur le vin, que sur la bouffe. Fait que, il y a plein de choses qui m'inspiraient pour créer des bières. Fait que je suis vraiment le gars qui peut avoir une illumination le jeudi soir, puis le vendredi matin, je viens brasser cette bière-là. Ça, c'est à l'époque, j'ai fait ça. Là. Okay. Comme je me rappelle la création de la saison du Pinac, qui est un de nos classiques. C'était pendant le temps des fêtes, on était fermés. Je suis venu la brasser le jour de ma fête, le 26 décembre. J'étais tout seul. J'avais comme eu un flash sur de faire une saison avec des houblons du Nouveau Monde, tout ça, un mix houblon américain, européen, Nouveau Monde, tout ça. Puis j'ai pensé, ça me trottait dans la tête depuis un bout, mais le jour de ma fête, j'ai fait « Yes, j'ai rien à faire, je m'en vais faire ça ». J'étais venu brasser la saison du Pinac, puis c'est devenu un classique. Fait que oui, ça c'est un peu... Je dirais pas que j'étais un brasseur hyper technique, vraiment pas. Je connais bien ma technique, mais j'aime bien m'entourer de gens aussi qui ont des connaissances là-dedans et qui sont bons dans ce qu'ils font. Puis ton changement depuis 15 ans, ta vision de business en soi, qu'est-ce qui a changé ta vision de business? En dehors du côté qu'on ne lance pas n'importe quoi, il faut qu'on pense à nos affaires. Qu'est-ce qui a changé aussi ta vision de business en ça? Il y a une chose, les gens pensent souvent que Brasserie Donham, on est une grosse brasserie. Je sais, mais tout le monde pense que vous êtes riche comme sans fin. Puis qu'on fait des dizaines de milliers d'hectolitres par année. Je sais. Le plus d'hectolitres qu'on a fait dans une année, c'est 4200. Puis là, on en fait moins que ça en ce moment. On reste quand même une petite brasserie. C'est sûr que la majorité des brasseries au Québec font 1000 hectos et moins. Là, fait qu'on est comme dans les gros des petits, mettons, mais on est loin, on n'est pas à l'échelle des Boréal et des Yeux du ciel de ce monde, qui sont 5, 6, Boréal est 25 fois plus gros que nous, mais, et même plus que ça, mais bon. Donc, qu'est-ce que je trouve qui a changé dans notre... c'est ça, c'est peut-être... je pense qu'on saisit mieux notre marché. Okay. Puis à l'époque, quand on faisait beaucoup de funky, on parlait beaucoup au Beer Geek, principalement, tu sais. Nos bières s'adressaient vraiment à un public de beer geek averti, puis aussi des gens qui venaient découvrir. Maintenant, avec le portfolio qu'on a, on ratisse plus large. On ne s'adresse plus seulement aux beer geeks. Je pense qu'on est capable encore de connecter avec des beer geeks sur certains produits, mais on est capable de connecter aussi avec monsieur, madame, tout le monde qui a juste le goût d'avoir une bonne bière légère, whatever. Une bitter, une bière moins complexe, mettons. Pas moins facile à réaliser, d'ailleurs. C'est difficile à la gueule, difficile au Oui, tout à fait. C'est des produits qui sont... d'avoir une bonne constance sur les produits aussi, c'est quand même un beau défi. Là. Et c'est sûr que si je compare à il y a 15 ans, 10-15 ans, où on distribuait principalement dans les détaillants très spécialisés au Québec et sur place. Maintenant, on est dans beaucoup plus... notre réseau s'est beaucoup élargi dans les épiceries et tout. Fait que c'est sûr que tu parles pas aux mêmes personnes quand tu as de la bière au IGA puis quand tu as de la bière chez Peluso ou veux-tu une bière à Montréal, tu sais. C'est des créneaux, mais c'est ça. Je pense qu'on a appris à naviguer là-dedans, puis on est un peu partout là-dedans. On a encore nos entrées dans les dépanneurs de bières spécialisées, mais on a nos entrées aussi dans les chaînes un peu plus larges, sans non plus envahir les marchés. On reste quand même modeste dans notre... Mais votre business à vous, vraiment, c'est vraiment ici, c'est votre restaurant. C'est sûr que oui. Ça, c'est quelque chose qui grossit à chaque année. Le restaurant, le pub, les ventes sur place, c'est quelque chose qui est en progression tout le temps. Puis on est très content, c'est sûr que c'est... Le Beer Garden, il a grossi beaucoup. Hein. Oui, c'est clair. Le Beer Garden, l'été, c'est un beau morceau. C'est le fun, les gens... de découvrir ça. Cet été, ça devrait être encore plus intéressant. On devrait avoir une offre
alimentaires différentes, avec de la viande fumée et tout. Donc, vous allez voir un barbecue d'ailleurs. Oui, exactement. OK. C'est ça. Non, on est très content c'est une chose aussi par rapport à la business, on a vraiment recentré sur le local. À un moment donné, on s'est dit, bon, c'est important que ça que notre bière soit à Chicoutimi ou à Rouyn-Noranda. On est-tu capable de donner un bon service à ce monde-là, à l'autre bout, à Rouyn-Noranda? On n'a pas de représentant qui va là. Ceci dit, on en voit encore de la bière aux quatre coins du Québec, mais on a beaucoup recentré sur le local autour de nous. On s'est rendu compte que notre force était là aussi beaucoup. Puisque c'est important, puis on le voit ici avec l'achalandage qu'il y a sur place, on est devenu une destination touristique. Il y a 15 ans, ici à Donham, il se passait rien. Non, il y avait des mots qui faisaient de la peinture dans le coin ici. C'est tout, là. Il n'y avait absolument rien. Maintenant, on est devenu un peu le centre communautaire de Donham. Avec le côté musical à côté, toutes les affaires, ça, c'est sûr. Ça a créé de la synergie aussi avec d'autres commerces locaux. On dirait que il y a eu du développement partout autour à Donham, même les villages. Je ne veux pas dire que c'est nous qui avons initié tout ça. C'est un mouvement, je pense, général, avec les fermes. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un quand même qui rentre dans un marché puis tranquillement travailler avec la communauté, tout ça. Tout à fait. Que ça bouge, c'est énormément ça. Mais c'est intéressant ta vision qui a changé d'être partout puis se concentrer ici. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui ont perdu le fait d'être une microbrasserie, c'est vraiment être le centre de ton coin à toi, de développer ton coin, tout ça. Je pense que c'est intéressant. Est-ce que tu penses que ça a gagné beaucoup pour toi? Oui, absolument. Okay. Absolument. Je pense que oui, c'est devenu... notre focus est vraiment là-dessus, sur le local. On n'est pas loin de Montréal aussi. On a quand même une belle présence à Montréal. Puis ça aussi, on travaille quand même fort là-dessus pour conserver ça. Le local peut quand même s'exporter, mais bon, on réalise que c'était super le fun les années 2014 à 2020. On s'est promené et tout ça, on a voyagé, mais au final, c'est des super belles expériences pour nous, mais au niveau de la business, c'est pas ça qui amène c'est pas ça qui fait rentrer de l'argent dans ta business. C'est plaisant, ça fait voyager ton brand, ça fait rayonner ton brand à l'étranger, c'est super le fun, là, puis je veux pas cracher là-dessus, zéro. On continue, là, on a une très bonne relation avec notre importateur français, puis c'est quelque chose qu'on continue, puis on y va au moins une fois, peut-être aux 2 ans qu'on va faire des événements là-bas. Puis on veut continuer à faire ça, mais c'est ça, c'est plus notre focus autant que ça l'a peut-être déjà été. Là. Pour toi, tu sais que tu connais depuis 15 ans que tu es dans la microbrasserie, dans l'industrie, est-ce que tu vois ceci comme une leçon pour les nouvelles brasseries? Quand vous te lancez là-dedans, faites attention de ne pas être partout puis concentrez-vous dans votre coin. Tu as un conseil à donner à les brasseries, toi? Oui, définitivement. Tu sais, je pense, il y en a qui disent qu'il y a trop de brasseries. Je pense qu'il y a de la place pour qu'il y ait des petites brasseries dans chaque village au Québec sans problème. Mais c'est ça, si tout le monde voit la poule plus grosse, que l'œuf plus grosse que la poule, à un moment donné, non, c'est sûr que ça marche. C'est pas tout le monde qui peut réussir. Fait que je pense que pour tirer son épingle du jeu, il faut penser local pour commencer avant de... Et côté bière, est-ce que tu penses qu'il faut une mise en place, c'est de la qualité bien sûr, mais quelque chose de nouveau, quelque chose de différent? Parce que tu sais, avoir la même IPA à travers, même si ça se vend bien, c'est pas une destination, une IPA partout, tu peux la trouver indépendamment. Est-ce que tu sais, avoir des bières plus, c'est que tu dis, OK, je vais aller voir cette bière-là dans ce coin ici, tu sais? Oui, c'est sûr que il y a je pense il y a plusieurs brasseries comme ça qui sont des destinations. Je pense à Tête d'Allumette, mettons, qui ont réussi à créer quelque chose de très local aussi, avec des produits locaux. Autant que Messorem à Montréal a sa clientèle, puis c'est un pôle d'attraction aussi pour un autre genre de produit. Oui, je pense, mais en même temps, tu sais, créer un nouveau produit, ça commence à être tough, là. On a fait le tour pendant... Ils ont essayé avec l'IPA, Cold IPA, ça n'a pas fonctionné pas tout. Ouais, tu sais, ou des bières à barbe à papa et compagnie, je veux dire, à un moment donné, c'est ça, jusqu'où il faut aller pour inventer quelque chose de nouveau. Est-ce que tu penses que la cuisine peut aider beaucoup à ça? Ben oui, je pense que la bière gagnerait à être plus
plus impliqués dans la gastronomie. Je pense qu'au Québec, là-dessus, on est quand même bon. Oh. On a de plus en plus de restos qui... C'est que AI va trouver ça. OK. C'est ça, je pense qu'on est bon au Québec, justement, comparé en France, entre autres, où il y a une culture gastronomique énorme, mais où la bière est totalement absente. Ouais. C'est hallucinant comment là-bas c'est le vin, je comprends aussi, ils ont d'excellents vins, mais la bière est vraiment absente des belles tables en Europe. Il y en a, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a proportionnellement, je pense qu'il y en a beaucoup plus au Québec ou aux États-Unis, des tables qui font attention à mettre des bonnes bières sur le menu. C'est de plus en plus. Moi, j'ai une question. Si je parlais avec Sébastien, puis il me disait tu me disais que le Québec, en soi, on a dû construire l'histoire brassicole ici. Il n'y en avait pas de bonne histoire brassicole. Ça. Est-ce que tu penses la même chose, toi, qu'on a construit quelque chose, puis tranquillement, il nous reste encore beaucoup de choses à faire encore, créer notre propre façon de faire, notre façon de faire bien. Mais tu sais, quand je vais, disons, quand je vais à Toronto, quand je vais à Vancouver, aux États-Unis, tout ça, le monde, la bière québécoise, ils ont une vision déjà. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il faut. On est encore à construire avec ça? Ce que je comprends de ça, c'est que on a pu s'inspirer des traditions belges, allemandes, pour faire nos propres produits ici. Je pense qu'on a eu une grosse influence belge là, dans les premiers temps de la microbrasserie au Québec. Mais tu sais, je ne suis pas prêt à dire qu'on n'avait pas d'histoire brassicole. Il y a quand même une histoire brassicole vieille de plus de 150 ans au Canada puis au Québec, entre autres, avec les Labatt et les Molson. Mais c'est sûr, microbrasserie, non. Mais au niveau microbrasserie, c'est vrai que ça a donné beaucoup de liberté. Parce qu'on pouvait se dire, hey, j'ai le goût de faire une bière allemande, j'ai le goût de faire une Imperial Stout, une bière belge, whatever. Tout était possible, puis on n'avait pas un carcan, effectivement, comme si tu es dans le. Tu fais du lambic. Est-ce que tu vas à Tchécoslovaquie ou tu t'en vas dans les pays tchèques, whatever, tu peux pas faire n'importe quoi. Non, c'est ça. Il commence à y avoir des trucs. J'ai parlé avec le plus gros brasserie du Tchèque, il m'a dit, man, il dit, des IPA, c'est rare, puis il y a 2-3 brasseries qui essaient de faire des nouvelles affaires avec des fruits, puis c'est des petits punks quelque part. J'arrive de Prague, j'étais à Prague il y a 2 semaines, puis il y en a de plus en plus, là, Siberia, Dvakovci, des places comme ça qui font des sour aux fruits, des IPA, pas tout le temps avec grand succès. Non, c'est ça. J'ai goûté des belles affaires quand même. Mais oui, c'est ça. Fait qu'eux ont plus. Aussi, je pense. Comme tu dis, un carcan différent que nous autres. Quand même, on était une province, un pays qui. Il y a beaucoup de monde qui viennent d'ailleurs, et on prend le meilleur de tout, puis on essaie de faire quelque chose avec ça. Tout à fait. OK. Toi, en 15 ans, comment tu vois la brasserie, disons, Dunham dans 10 ans, 5-10 ans là-dessus? Tu sais, parce qu'il y a quand même une historique intéressante. Je parlais avec Paquette, votre brasseur en chef, tout ça. Je parlais du côté de la brasserie, la mise en place de tout ça. Qu'est-ce qui s'en vient plus tard? Vous avez de la sans-alcool qui s'en vient maintenant. Vous avez quand même ouvert aller chercher d'autres produits ailleurs. Comment tu vois la microbrasserie en soi? C'est comme au Québec en soi. Tu sais, en dehors du côté défi, côté politique, côté les prix qui montent, tout ça. Comment tu vois le Québec qui s'en vient côté brassicole à long terme, ça? En tout cas, à court terme, moi, ce que je vois, c'est que les gens, ils reviennent un peu à la base. Okay. Ils veulent des produits moins fuckés. Tu sais, je pense que Puis on voit qu'il y a de plus en plus une fidélité. Si quelqu'un aime ton IPA ou ta lager blonde, puis s'ils l'aiment, ils veulent ça. Ils vont revenir, puis il y a comme un besoin un peu, puis un désir de revenir à des standards normaux. Des standards. La qualité que ce soit là. Mais parce que ça coûte cher maintenant, la bière. Oui, exactement. Tu ne veux pas dépenser n'importe quoi. C'est ça. Je pense que les gens ne sont plus là pour explorer, puis se dire, hey, je vais flouber, je vais acheter 3-4 bières que je connais pas, puis si c'est pas bon, c'est pas grave. Là, non, à ça, on dirait que les gens, ils veulent des valeurs sûres. Fait que je pense qu'il y a ça que je vois dans l'industrie, qu'il y a quelque chose qui va se resserrer peut-être un peu à ce niveau-là. J'ai l'impression que je le vois aussi, il y a plusieurs brasseries qui font qui se focus vraiment sur des styles plus précis. Je pense à des brasseries comme Mellon à Montréal qui font, eux autres c'est la lager à fond de train, ils font quelques autres affaires, quelques autres trucs, mais ils ont décidé qu'ils allaient faire ça, puis qu'ils allaient bien le faire, puis ils le font super bien.
mais Sorum, ils sont dans la IPA, IPA moderne à 100%, ils font super bien. Tu sais, je trouve qu'il y a ça, il y a plusieurs, je nomme celle-là, il y en a plein d'autres là, qui font, on dirait que chaque brasserie un peu trouve sa niche un peu, son créneau. Tu sais, Mais sa couleur est différente à ça, ouais. Tu sais, quand je pense à des brasseries, ce ne sera pas la dernière tempête qu'on va vivre. Là. Tu sais, je pense à des brasseries comme Cantillon, maintenant en Belgique, il y a 20 ans, 20-25 ans, il était sur le bord de fermer parce que le lambic, puis personne ne buvait ça. Puis finalement, ils ont passé à travers. Il y a eu un gros engouement aux États-Unis. Ça a passé par l'exportation aux États-Unis. Puis là, c'est revenu maintenant en Belgique. Ça retrouve ça. Tu sais, fait que il y a ça aussi qu'il faut des fois garder en tête, avoir un peu de recul puis faire OK, gars, oui, il y a un peu une crise en ce moment dans le milieu, mais. Peut-être qu'il y a trop de brasseries et tout ça, mais comment on fait pour garder ça positif? Comment tu gardes positif dans tous les défis qui existent? Il faut être positif dans le business, sinon c'est. Oui, non, si t'es pas positif, tu te lèves pas le matin. J'ai pas le choix d'être positif pour venir ici. Je te dirais pas que ça n'est pas venu avec des défis depuis 2-3 ans. Il y a des matins où ça me tentait moins de venir. Mais au final, là, je pense qu'il faut non seulement persévérer, mais il faut continuer à travailler pour élever la constance de son produit, d'avoir une qualité vraiment la plus haute possible. Il faut travailler là-dessus au jour le jour. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé de votre histoire, c'est le côté, si vous avez vos bières, vous avez quand même toute une histoire brassicole avec ça. Puis vous avez lancé une sans alcool. Ouais. Puis vous êtes en train d'ouvrir depuis longtemps à d'autres styles comme ça. Vous avez été un des premiers au Canada, disons au Québec puis au Canada, à faire un houblon sans alcool avec de l'eau gazeuse, tu te rappelles? Oui, oui. Je me rappelle quand j'avais écrit cet article-là, je le dis souvent au monde, le monde capoté. On était comme, c'est quoi cette affaire-là? J'avais parlé avec la gang à Toronto qui avait fait cette bière-là, tout ça, ce drink-là, tout ça. La constance de toujours définir des nouvelles bières, des nouveaux styles comme ça. Est-ce que c'est comme organique ou vous êtes vraiment tout le temps en train de parler, checker les tendances et tout ça? Un peu de tout ça. Oui, c'est sûr qu'on reste tout le temps les oreilles ouvertes. Puis, mais en même temps, moi, on ne tient pas à suivre toutes les tendances. Il y a pas de à boire encore. Oui, c'est ça. Non, ça, je te dis, je pense pas qu'on va aller là. Dans le prêt à boire. Fais comme ça parce qu'on sait jamais. Oui, c'est ça. Mais bon. Je pense pas. Déjà, sans alcool, c'est quelque chose que ça faisait 2-3 ans qu'on en parlait, mais on n'osait pas faire le saut. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, bon, il y a quelqu'un qui a une réflexion là-dessus à l'interne, il nous a dit, tu sais, il dit, si on prend pas cette place-là sur la tablette, il y a quelqu'un d'autre qui apprend. 100%. Donc, on s'est dit, bon, ben, pourquoi pas essayer d'en faire une dans notre goût. Là, on a fait une batch de bière sans alcool. La réponse est super bonne, puis ça sort bien. On est en train de préparer la deuxième batch, puis j'ai fait des petits ajustements pour que ça soit, je pense que ça peut être encore mieux. Fait que c'est ça, on est en train de travailler là-dessus. Là. La deuxième batch devrait sortir d'ici 2-3 semaines. C'est un beau défi, la sans alcool à réussir. Je sais que Paquet m'a tout raconté ça. Ouais. Vas-y, man. Lui, c'était quelque chose qu'il ne voyait pas dans sa tête, il ne voulait pas. Puis il m'a dit, écoute, il faut que je sois honnête, j'ai mis de la place là-dessus. Je me suis côté nerd, puis ça a fonctionné ce que je voulais faire, puis maintenant, il veut checker ça. C'est intéressant de savoir ça, l'honnêteté, c'est d'aller chercher un marché intéressant, et d'une façon soit que tu gardes quand même ta signature. T'sais. Oui, exactement. C'est important que moi, c'est la fois souvent avec les bières sans alcool, c'est que la signature n'est pas là. Puis tu dis, OK, je fais ça pour le faire, mais ici, ça a été une réflexion, comme tu dis, il y a 2 ans, tout ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de bières sans alcool qui sont faites à contrat par d'autres brasseries, tout ça. C'est sans rien, je veux pas. C'est pas une critique. Là, chacun son modèle business. Mais nous, on voulait pas aller là. On s'est dit non, on va la faire. On va essayer de la faire à notre façon, comme il faut. Puis ça, là-dessus, je me suis beaucoup inspiré des Blood Brothers à Toronto. J'en ai beaucoup avec eux pour la sans alcool, leur façon de faire et tout ça. Puis c'est ça. Moi, j'ai dit ça avec le Blood Brothers, c'est la gang des deux frères. Puis c'est aussi quand ils ont sorti la sans alcool, c'était quelque chose. Les autres, ils tripent sur les barils. Je suis allé chez eux à Bugman, je voyais tous les barils qu'ils avaient, eux autres. Même comme vous autres, ils ont débarrassé des barils, tout ça. Puis ils capotaient, eux autres. Je me rappelle qu'ils me parlaient de ça. Ils disaient, Léo, mais ça a été. Mais ça fonctionne. Maintenant, ça fonctionne, mais eux autres aussi, il y a une réflexion. Et eux autres, s'il y a plus de juice sans alcool, eux autres font des affaires comme ça que. J'ai goûté à un qui n'était pas peur.
Puis je pense que c'est un des meilleurs que j'aime là-dedans de ça. Toi, qu'est-ce que tu vois comme style de bière qui s'en vient? Tu sais, à côté, plus le côté, tu sais, je sais qu'il y a un côté sans alcool, des affaires comme ça. Est-ce que tu vois la nano de retour, la lager, c'est sûr? La lager, c'est la lager. Moi, je pense que la lager va rester je pense longtemps. que oui. Moi aussi, je pense que la lager est là de plus en plus pour rester. Parce que c'est la bière que moi je buvais dans le temps que j'allais dans les événements, la lager, entre brasseurs. Ouais. Moi, j'appelle, il y a comme 50 les brasseurs disaient, de toute façon, on va boire ça, on boit ça de nous autres, puis ça a comme ça explosé. Est-ce que tu vois la nano revenir tranquillement, puis prendre à côté, la place à côté avec la sans-alcool, toi? On voit qu'il y a une demande aussi pour ça, pour les bières faibles en alcool, sans être sans alcool. Oui, d'après moi, c'est un créneau qui risque de se développer dans les prochaines années. Là. La sans gluten, est-ce que tu vois ça? Sans gluten, c'est plus compliqué aussi. Au niveau c'est d'autres choses à faire. Oui. Peut-être. Il y avait bière sans gluten qui le faisait. Moi, je pense que c'est fermé. Je sais que le chimiste en fait pas mal. Gutenberg, il exclut vraiment. Puis je sais, il y a 2-3 brasseries qui le font. C'est pour ça que je me demandais. Nouvelle-France, je pense. Oui, Nouvelle-France, ça fait des années qu'ils le font. C'est un commitment faire de la bière sans gluten. C'est deux un autre projet. Exactement. Okay. Pourquoi la raison de garder la bouteille, vous autres? C'est vraiment notre signature, la 750. Puis on se rend compte depuis qu'il y en a de moins en moins sur les tablettes. C'est comme un champagne. Ça nous donne aussi plus de place. Nous, on a quand même gardé de bonnes ventes avec les bières en bouteille. Je trouve que c'est des bières qui se présentent bien justement en gastronomie, en restauration. C'est un produit que je trouve qu'il est le fun à partager. Aussi, une 750, tu partages ça à 2 ou à 3, c'est parfait. Donc ça peut être vraiment comme une bouteille de vin en mangeant ou en apéro. Commencer par une bière à se partager, je trouve que ça a tout à fait sa place encore. Je raconte souvent cette histoire-là. Moi, j'ai eu l'erreur une fois. L'erreur, je ne savais pas. Mais Sébastien m'avait donné une bouteille de votre bière à vous autres avec du café. Ouais. Ça, il y a une espèce de Sirkawa. Je l'ai vu tout seul. Plus jamais. J'étais tout seul à côté de ma femme, puis j'étais comme, oh my god, il faut aller me coucher. J'ai tout ça tout seul, man. Depuis ce temps-là, je bois avec quelqu'un parce que je peux pas boire tout seul. C'était merveilleux. Et plus jamais ça. Je m'appelle, c'est ma bouteille avec Donham que j'ai pris. C'était impressionnant comme affaire. Qu'est-ce qui s'en vient pour les 15 ans? Des nouvelles bières, bien sûr, des affaires comme ça. Est-ce que vous allez vous lancer dans la charcuterie, des affaires comme ça? Charcuterie, non, en tout cas pas. C'est la nouvelle mode, tout le monde dans la charcuterie. On pourra en parler au chef, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en pense. Je sais qu'il a déjà fait des trucs un peu. Ben nous, c'est sûr qu'on a quelques collaborations qui ne seront pas toutes prêtes pour l'anniversaire. Mais il y a un petit problème technique. Oui, entre autres, mais de toute façon, on a des projets comme par exemple. J'ai contacté les amis de Messorem, entre autres, pour faire quelque chose qu'on ne fait jamais ici. C'est une grosse Imperial Stout aromatisée avec des trucs. On en fait des Imperial Stout, mais pas à ce point-là. Pas beaucoup. Puis je disais, pourquoi on n'en ferait pas une là, à la Messorem, comme vous faites avec vous autres? Fait que je les ai invités à venir à brasser avec nous. On va mettre ça en barrique de Bourbon. Oh my god, ça va être bon. Ça va être fou, hein? Oui, c'est ça. Fait qu'il y a d'autres collaborations qui s'en viennent aussi avec Melon, justement. On a une petite lager tchèque, une Mavé de lager noire qu'on va faire, qu'on devait brasser lundi prochain, mais là, avec nos petites bugs de production, ça va être peut-être dans 2 semaines, mais c'est pas grave. On va la faire pareil. On a un projet avec Tête d'Allumette, un projet avec Blind Enthusiasm, une brasserie d'Edmonton. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de brasseries que vous avez fait travailler, Texas, tout ça, j'ai parlé avec eux autres. Ah oui, ok. Et puis d'autres projets aussi avec du monde local aussi. Un petit restaurant à Cowansville qui s'appelle Sauce Prune. On a eu l'idée de faire une petite lager avec un thé d'épilobe qui est fait au Québec. Et de la mandarine séchée chinoise. Ok. Ça fait que on retrouve un peu notre côté funky, mais dans une base de lager assez simple, mais on va faire un petit truc aromatisé dans l'esprit de la cuisine asiatique et tout. Donc il y a ça aussi qui s'en vient. On a aussi, en surprise, on va sortir quelques vieux classiques qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Ok. Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus parce que je ne sais pas jusqu'à quel point on va arriver à tout faire. Ça. Mais on a beaucoup trop de projets pour le 15e anniversaire. Mais ça devrait être un beau menu
Le 30 mai d'ailleurs, l'anniversaire ce soir. Puis en espérant que l'année prochaine, il y a Food Réuni. L'année prochaine, il y aura Full Il y a 2027. du monde qui. Tu sais, quand j'ai annoncé ça, du monde qui n'allait pas voir ça, mon capotait un peu. Ouais, ça a été une dure décision de Je sais. décider de repousser ça d'un an, mais ça, avec tout le 15e et tout, on s'est dit, ça va Mais être. ce qui est intéressant, vous allez avoir des événements avec ça, Oui. taguer avec ça, c'est ça qui est intéressant. Ouais, tu sais. exact. Écoute, merci encore pour ton temps. Félicitations pour les 15 ans. Merci. Parce qu'il y a plein de choses à faire ici, bien sûr. Vous avez plein d'événements qui s'en viennent. Absolument. Puis des affaires qu'on ne sait pas encore, parce qu'on ne peut pas tout dire non plus. Non. Il faut teaser le monde. Ouais, exact. Mais félicitations encore. Merci. Merci beaucoup encore pour l'entrevue, bien sûr. Rappelez-vous que Baron Mag, il y a une section qui s'appelle Brasserie de Nam fois Baron Mag. Parce que vous allez voir toutes les entrevues, toutes les affaires qui se passent pour les 15e anniversaire. On va mettre, bien sûr, pas seulement des entrevues, mais également les lancements, les showcases, des photos, tout ce qui va se passer. Puis ça se peut qu'on s'en vienne à cette époque-là, faire un tattoo tour ici en même temps. Ah, bien sûr, ce balado est commandité par Inomalt. Inomalt, bien sûr, c'est du malt québécois pour les brasseries d'ici, pour les distillateurs d'ici. Contactez inomalt.ca pour bien sûr utiliser du malt pour ici. Il faut en faire de plus en plus. Puis une fois par mois, vous pouvez aller visiter l'usine. C'est une belle visite, j'ai déjà fait ça. Vous allez finir avec de la bière puis des sandwichs. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais c'est excellent comme rencontre en gagne en plus. Merci beaucoup et à la prochaine.